évidemment, on ne pouvait pas organiser ce forum sans évoquer des sujets aussi importants que l'intelligence artificielle notamment. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Zetoun, qui est CEO et fondatrice de Data et Humanum et ancienne CEO d'Ipsos France. Bonjour à toutes, ravie d'être là. Et mon sujet, ce matin, IA et environnement, et si les femmes en prenaient le lead? Alors, ce n'est pas un talk sur l'IA et le fait que ce serait bien d'avoir un peu moins d'algorithmes, de billets dans les algorithmes et que ce serait un petit peu mieux pour votre carrière si tout le monde s'y mettait un peu plus. Ce n'est pas un talk qui ne s'adresserait qu'aux femmes de l'IA et qu'aux femmes de la tech, même si on est ici chez Google. C'est pour toutes les femmes. Et ce que c'est plutôt un plaidoyer. Un plaidoyer, on a parlé beaucoup de liens ce matin, et un plaidoyer pour le leadership du lien dans un monde à l'ère de l'IA où on manque de liens, dans un monde à l'ère de l'IA et de l'environnement où on a beaucoup de crises de liens. Et donc c'est un plaidoyer pour ça et de faire en sorte que également dans les entreprises, eh bien, ce relais de leadership, on en soit complètement empreinte. Je voudrais commencer par remercier très profondément Véronique pour cette magnifique organisation et de m'inviter aujourd'hui ici. C'est un grand honneur d'être là avec ces femmes extraordinaires que tu as sélectionnées et qui sont toutes empreintes d'un leadership qui est très très inspirant. Et puis je voudrais aussi remercier pour le ressenti, je trouve qu'on a dans cette session, dans cette matinale, ce ressenti de force qui se dégage de cette assemblée. Donc merci à toutes d'être là, parce que c'est grâce à vous que ça donne envie de s'exprimer et d'échanger. Darwin avait raison, finalement. Il y a des moments civilisationnels. Il a toujours dit qu'il y a des moments civilisationnels et il a dit que l'évolution, elle passait par des crises, des tensions et qu'à un moment donné, soit on s'adapte et on recrée quelque chose, on crée de la vie, on met de la vie dedans, soit en fait on meurt. C'est soit l'un, soit l'autre et l'évolution se fait comme ça. Eh bien on en est où nous? On en est... Ah j'ai plus l'animation, mince, du coup ça cache. Désolée. On en est à plein on va dire, de force. Vous aviez en dessous de ce graphe-là, ce graphe, plein de forces en présence, de forces macro, des forces en termes d'économie politique, de technologie qui va dans tous les sens, force au niveau de la santé. Il y a plein de macro-trends dans le monde et vous les connaissez toutes, donc vous n'avez même pas besoin de les voir. Mais la grande différence, et c'est une étude assez intéressante sur ces grandes forces macro, la grande différence par rapport à d'autres crises qu'on a vécues dans le passé, c'est que toutes les forces entre elles sont interdépendantes les unes avec les autres. Donc par exemple, la technologie va jouer un rôle sur l'environnement et la crise environnementale, parce que plus on en fait, ça a du bon pour la santé, mais ça a aussi du mauvais pour l'environnement, parce que l'IA, ne serait-ce que l'IA et l'accélération de l'IA avec l'IA générative notamment, en fait mange énormément d'énergie, très énergivore, au niveau des serveurs et au niveau de toute la chaîne technologique. Et l'air de rien, on ferme les yeux, on fait des choses un peu en silo, et on ferme les yeux sur le fait qu'il y a une interdépendance entre toutes ces forces macro et qui mettent notre situation un peu en danger finalement. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de multicrise, on parle de polycrise. Et Adam Tooze, j'adore cette définition de ce qu'est une polycrise d'Adam Cruz. Il dit que c'est pas juste des multicrises, c'est une situation où tout est plus dangereux que les différentes parties les unes par rapport aux autres. Donc on est à un moment de tension qui fait que tout est interrelié et ça commence à être dangereux. Ça veut dire qu'on s'enferme finalement dans ces crises, on s'enferme dans une espèce de nouvelle normalité où on a de plus en plus peur et où la crise économique également nous empêche d'avancer. Normalement, dans les crises nous amènent au progrès. Et là, moi qui suis profondément optimiste, je me dis qu'on est à un moment qui est quand même différent par rapport au moment habituel. On est probablement dans une crise du progrès parce qu'on a toujours été sur le progrès depuis des décennies.
et ça continue, mais une croissance qu'on pense infinie, avec des KPIs pour celles qui sont en entreprise, les fameux Key Performance Indicators, qui à plus va, et ça continue, et toujours plus d'une année sur l'autre. Donc on est sur un principe de croissance infinie, et donc on ferme les yeux sur le fait qu'en réalité, ça ne peut pas être infini, parce qu'il y a un impact, notamment sur la planète, qui fait que les ressources nous amènent à dire, bah non, c'est quand même fini, on est dans un monde fini. Donc il y a une espèce de contradiction, et puis là-dessus, on met l'IA qui commence à prendre une ampleur beaucoup plus importante, et notamment avec l'IA générative qui devient accessible à tout le monde. Donc avec tout le côté fascinant de l'IA, mais en même temps avec tout le côté dangereux. Également, on ferme les yeux sur un impact, notamment environnemental, et un impact également d'exclusion, puisque ça suppose qu'un certain nombre de pays qui ont moins accès à l'IA, et comme par hasard les pays les plus pauvres, sont mis à distance en fait de ces progrès. Donc est-ce ça vraiment le progrès, de mettre à distance les uns par rapport aux autres? On peut se poser la question. C'est dans ce sens-là qu'on est beaucoup dans la crise du progrès. On est aussi dans la crise du progrès en ce sens où si tout le monde commence à utiliser l'IA sans trop comprendre ce qu'il y a derrière, et c'est ce qui commence à se mettre en place, eh bien à un moment donné, si on ne comprend pas, on va être asservi. Et si on est asservi, ben c'est pas génial au titre de l'être humain. On commençait par l'identité avec la première présentation. Et puis si on continue, on a besoin de réglementation, mais si on ne comprend pas et qu'on est juste dans un cadre réglementaire, là l'identité humaine va en prendre un coup. Donc cette crise, ces peurs qui se dégagent, on a parlé de peur également ce matin, cette peur qui se dégage de ces polycrises, pour moi, sont vraiment importantes. Je pense qu'il faut qu'on y soit sensible, on y est toutes sensibles, mais se poser 2 minutes pour se dire que malgré toutes les opportunités qu'on sait derrière la technologie, derrière l'IA, et je suis la première à avoir propulsé ça pendant des années dans les entreprises, eh bien en fait, il y a quand même beaucoup de peur, et on est à un moment de crise du sens, et on est à un moment de crise du lien également, parce que cette mécanisation à outrance, cette productivité mercenaire qu'on recherche avec l'IA et notamment l'IA générative, eh bien attention sur comment on le fait et comment recréer du lien là-dedans. Et ça m'amène à dire finalement, l'IA, d'un côté, si l'IA, on arrive à un moment darwinien, c'est-à-dire que si l'IA, on s'y met très bien, mais si on s'y met pas, alors ça veut dire qu'on va être remplacé, non pas par l'IA, mais par les gens qui vont se mettre à l'IA. Économie de la mort, probablement, en tout cas on va dans le mur. Si on se met à l'IA et qu'on le fait bien, très bien, mais en conscience, en comprenant ce qu'on fait et en conscience avec du libre arbitre, probablement économie de la vie, parce qu'on va recréer quelque chose, et j'emprunte le mot économie de la vie à, vous le savez probablement, pour ceux qui ont lu Jacques Attali, ce magnifique petit bouquin sur l'économie de la vie que je recommande fortement. Mais je pense qu'on est à ce moment vraiment darwinien, où en fonction de ce qu'on fait dans notre perception de l'IA, eh bien ça va jouer positivement sur quelque chose qui va recréer, qui va mettre un élan vital, où on va on va dans le mur en fait, mais on ferme les yeux, on le voit pas, puis à un moment donné on va être dedans. Et en ce qui concerne la manière de prendre en main les problématiques planétaires et les ressources de l'environnement. Et on a vu avec Lucie Bache la merveille d'élan vital qu'elle a réalisé autour de ça. Eh bien, il y a différentes manières de le faire. On est clairement plus dans une économie de la vie, mais en même temps, on pourrait le faire peut-être d'autant plus si on intégrait l'IA à bon escient pour avoir une scalability, pour avoir une force de frappe beaucoup plus importante dans nos actions sur l'environnement, parce que les problématiques de l'action sur l'environnement sont aussi sur est-ce qu'on va suffisamment vite pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, en fait, tout ça est lié et on manque quand même terriblement de liens, et il y a un risque sur cette problématique de vie, à la fois quand on parle d'IA et à la fois quand on parle d'environnement. Et finalement, d'où ce triptyque que je ressens, moi, très fortement dans les entreprises et dans les échanges avec, et qui sont en général en silo, entre les gens qui s'occupent du digital, les gens qui s'occupent de l'environnement, et parce qu'on oublie finalement l'humain et la vie. Et quand on pense à l'humain et la vie, on se dit, bah, finalement, tout ça, c'est lié. Donc, à partir du moment où tout ça c'est lié et qu'on parle de vie, qui de mieux pour parler de la vie que les femmes? Parce qu'il faut quand même se le dire, je suis désolée, c'est peut-être une fatalité, mais c'est comme ça, c'est la nature, mais je pense qu'on peut en être fier. C'est nous qui, potentiellement ou réellement,
pouvons donner la vie. Il suffit d'une petite goutte de sperme pour que ça marche quand même. Et donc, clairement, et puis on nous le rappelle, la nature nous le rappelle quand même tous les mois. Ça, on ne peut pas quand même le nier. Tous les mois, on nous rappelle que notre corps change, on le sent. Ça ne se dit pas à l'extérieur, mais nous, on le sait. C'est un principe de vie. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on ait en nous cette conscientisation qu'on a un souffle de vie, qu'on a un élan vital en nous intrinsèquement, et qu'en réalité, dans nos situations de vie, de KPIs dans tous les sens, et ces crises qui enferment, ces polycrises qui enferment dans tous les sens, où on se dit que de toute façon, on n'a pas les moyens parce que c'est la crise, du coup, on en oublie l'élan vital qu'on a en nous et qui est intrinsèque. Alors qui est intrinsèque à tout être humain, bien évidemment. Mais je nous sens une responsabilité de devoir, à ce moment de polycrise, le mettre en exergue, le mettre sur la table et agir avec. Peut-être que c'est ça, le leadership. Ce qui m'amène à, très bien, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises ? Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises ? Qu'est-ce qu'elles font, les entreprises, concrètement ? Eh bien, si je commence par les problématiques d'IA, dans l'IA, je ne refais pas le truc, tout le monde sait qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'IA, même si, parenthèse, la pionnière de l'IA, juste pour rappel, au 19e siècle, c'était quand même Ada Lovelace, et que celle qui a lancé Yann LeQuin dans les années 80, c'était une Française, hein, comme vous savez, Françoise Fogelman, et Soulier-Fogelman, et donc c'est quand même des femmes qui sont à l'origine. Pour autant, on a dit tout à l'heure, d'ailleurs, Laurence Lafont nous le rappelait, que même il y a une régression des femmes dans le domaine de l'IA. Et quand je dis IA, c'est par abus de langage, en fait, c'est le digital, la data, l'IA également. Et ayant dit cela, on sait qu'il y a cette problématique, mais 3 chiffres quand même qui sont super importants, me semble-t-il. D'abord, c'est clair, le potentiel est absolument gigantesque avec l'IA, c'est 22 trillions de dollars dans le monde qu'on peut faire avec l'IA. Attention, quand je dis l'IA, là, c'est incluant l'IA générative, et juste une toute petite parenthèse, c'est seulement 4,4 trillions dans ces 22 qui sont liés à l'IA générative. C'est une très grande partie. Il y a quand même beaucoup d'abus de langage autour de l'IA générative aujourd'hui, et tout n'est pas de ChatGPT. C'est juste une petite parenthèse parce que je ne peux pas faire sans. Et donc ça, c'est le potentiel, très bien le potentiel. Ensuite, il y a quand même 22% des boîtes mondialement, même si ce sera certainement un peu plus avec l'IA générative, mais qui gagnent beaucoup d'argent avec leur stratégie d'IA. Donc là, avec un ROI très fort. Mais on peut se dire, 22%, c'est très bien, mais ce n'est pas énorme non plus. Il y a 50% des boîtes dans le monde qui n'ont pas encore touché à ça. Pourquoi ? Il y a un baromètre Wavestone de l'année dernière qui nous dit que 80%, la raison numéro 1, c'est une raison humaine. C'est une raison culturelle, c'est une raison de on ne comprend pas à quoi ça sert, on a peur, il n'y a pas d'acculturation, on n'a pas considéré l'humain, on injecte des processus, on injecte de la digitalisation, on injecte de l'IA et on demande aux gens juste d'adopter en leur mettant des incentives et des KPIs, mais ça ne marche pas comme ça. Humain. Qui dit humain, peut-être qu'on peut faire quelque chose quand même. Deuxième sujet, la planète. Là, pour le coup, il y a beaucoup de femmes en général en responsables de la RSE. Il y en a pas mal. Souvent, elles viennent de la communication ou elles viennent des RH. Elles sont assez bien représentées. Mais dans cet univers qu'il faut absolument traiter dans les organisations, eh bien, c'est là que la mesure... on n'est pas du tout encore un ROI. Il y a seulement 10% des entreprises, alors c'est juste une petite partie l'empreinte carbone, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire en matière de RSE, mais on a des mesures là-dessus. Il y a seulement 10% des entreprises qui mesurent leur empreinte carbone. Dans ces 10%, seulement 14% ont un effet positif sur leur chaîne de valeur et réduisent les émissions, avec un potentiel gigantesque. La raison, il y en a plusieurs. Il y a la raison de la crise, parce qu'on n'investisse pas quand il y a la crise, et puis la planète, c'est gentil, mais ça attendra après la crise, donc c'est le premier élément, évidemment. Et l'élément juste après, c'est 66%, c'est qu'en fait, on n'a pas suffisamment de maturité technologique, de prédisposition technologique pour vraiment mettre en scène des politiques qui vont aider la planète et qui vont être durables. Et donc, on néglige ce sujet, ça va juste dans la chaise là, mais cette immaturité technologique, elle est super importante. Mais si les femmes sont dedans, mais ne sont pas du tout sur l'IA et la tech, on est un peu... on est mal barré quand même, parce que ça va rester gentil cette affaire. Or, il faut qu'on démonte la valeur. Donc, du coup, je me dis... Quel est le positionnement des femmes dans tout ça ? D'un côté, avec l'IA, on a une création de valeur qui est quand même prouvée, même si elle peut être encore améliorée, mais les femmes y ont une faible contribution. Et de l'autre côté, sur la partie sustainability, durabilité, on a une création de valeur qui est encore
très difficile, qui est éparse, pas évidente dans un monde en crise. Elle n'est pas toujours intégrée à la stratégie et surtout, elle n'est pas intégrée du tout à la tech et à l'IA encore. Et là, les femmes y sont très présentes. On peut se poser des questions du positionnement et on peut se poser des questions et la réponse est claire, c'est que c'est pas est-ce qu'on devrait, c'est qu'on doit. On doit se mobiliser. On doit se mobiliser pour 2 raisons. La première raison, c'est que si on le fait pas, bah, c'est la cata. Mais vraiment, je suis sérieuse. En fait, il faut absolument s'y mettre parce que sinon, on va être mis à distance des sachants de l'IA et des métiers. Deuxièmement, des métiers de demain. Deuxièmement, les femmes vont être pénalisées aussi, d'autant plus par les biais algorithmiques. Vous connaissez tout le principe des biais algorithmiques, juste parce que, sans le vouloir, en fait, comme on a beaucoup d'hommes qui font ces algorithmes, bah, en fait, ils les font comme si c'était pour eux. Et donc, on a dans nos usages quotidiens des choses qui nous sont de moins en moins adaptées parce qu'on a de plus en plus d'hommes qui font ces algorithmes et inconsciemment, en fait, ils développent de cette manière. Et puis, l'autre risque, côté sustainability, c'est de ne pas être associé au futur de la rentabilité, de la scalability, de la création de valeur avec toutes les actions pour la planète si on n'y associe pas à un moment donné une vision technologique, une vision d'intégration des données. Donc ça, c'est les risques. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience de ces risques et d'avoir en même temps conscience, et à l'autre extrême, en fait, les opportunités sont absolument gigantesques. Parce que les opportunités, elles sont pour nous, bien évidemment, mais encore plus fortement que ça, il y a une vision, il y a une raison d'être à ces opportunités et on a comme une sorte de responsabilité dans ce monde qui a besoin de liens, d'agir, d'être dans un leadership qui nous permet d'être dans le leadership de l'IA et d'associer en fait l'humain à l'IA et à la sustainability. Ce qui m'amène à poser le sujet, est-ce que c'est nécessaire? Oui. C'est nécessaire pour nous. Il faut agir dans le jeu de l'IA, de la data, et qu'on soit codeuse ou pas. C'est plus ça le sujet. C'est le fait d'embrasser l'IA et la data qui compte. Moi, je ne suis pas ingénieure et j'ai embrassé l'IA et la data pendant une dizaine d'années dans des projets de transformation qui ont créé de la valeur. Et c'est une histoire d'équipe, en fait. C'est une histoire d'embarcation, c'est une histoire de vision et de comprendre suffisamment. Il faut quand même comprendre suffisamment les mécanismes, un tout petit peu de mathématiques de base, on va dire, retourner un tout petit peu à l'école pour celles qui sont moins côté ingénieur. On parlait de littéraire tout à l'heure, mais c'est juste, c'est super intéressant et il faut le faire. Donc, on n'a pas besoin d'être codeuse pour ça, obligatoire. Deuxième élément, c'est que ce n'est pas juste une nécessité, c'est un besoin. C'est un besoin de notre monde aujourd'hui. Je pense que, en fait, notre monde a besoin de nous. Que notre monde a besoin de la régénération qu'on peut créer dans l'économie du lien et dans l'économie du sens, parce que si ça continue comme ça, et quantitativement, on va avoir un problème si on ne s'y met pas toutes, on va dans le mur. Donc, il ne faut pas aller dans le mur. Et j'y crois pas, de toute façon, au mur. Donc, finalement, les femmes, elles ont la solution en elles. Elles ont la solution en elles. Intuitivement, je me suis toujours dit que dans les entreprises, on parle beaucoup de soft skills, que les transformations se font s'il y a des soft skills, on va avoir des évaluations par rapport à nos soft skills. J'ai toujours trouvé ça d'un ridicule achevé parce que les femmes, naturellement, ont des soft skills en elles. Et donc, finalement, c'était quelque chose pour les hommes, en fait, de dire il faut des soft skills, c'était apprendre, on ne va pas dire des valeurs féminines. Donc, on va dire c'est du lien, c'est de la collaboration, on l'appelle comme on veut, mais c'est quelque chose qu'on a intrinsèquement en nous. Et j'ai toujours fait, finalement, mes projets de transformation avec joie et avec un élan vital. Et finalement, je me suis dit, voilà, je le fais finalement comme une femme et ça marche et ça emmène et voilà, tant mieux si ça marche. Mais je l'ai fait intuitivement et je me suis dit, ça m'ennuie de dire ça tout le temps parce que ça fait un peu féministe et j'aime pas trop. Et donc, j'ai cherché j'ai cherché des recherches pour savoir s'il y avait un lien entre finalement ce leadership au féminin et le fait d'être comme on est avec, on va dire, une espèce de bienveillance, de sororité. On entendait tout à l'heure tous les speeches qui allaient vraiment dans ce sens-là. Et en fait, oui.
Il y a plein de choses qui existent. Forbes, en 2023, a fait une énorme étude sur, je ne sais plus combien, 240 000 C-suites, et ils sont arrivés à quelque chose qui s'appelle The Feminine Leadership Advantage. Et ils prouvent, effectivement, je vous ai souligné en jaune, que effectivement, les femmes ont de l'avance sur Connect and Relate to Others, ou bien Greater Good Beyond the Leader's Immediate Sphere of Influence. Play for all to win. On en a beaucoup parlé ce matin, et ça, c'est prouvé. En fait, ça joue en fait sur notre leadership transformationnel et on en a besoin dans ces problématiques d'IA et de planète qui sont décharnées et qui sont de plus en plus mécanisées, a fortiori maintenant avec l'IA générative. Et c'est pas juste une histoire de C-suite, c'est aussi à tous les niveaux de l'organisation et c'est ça qui me semble super important, c'est que dans le middle management, là où vous avez beaucoup de project management et il y a beaucoup de besoins de project management dans les transformations des entreprises, eh bien en fait les femmes, c'est prouvé, Project Management Institute nous dit que les femmes sont plus capables que les hommes c'est en rouge, les femmes c'est en bleu, si vous ne voyez pas de loin, sont plus capables que les hommes d'activer naturellement des approches hybrides et les méthodes agiles par rapport aux méthodes qui sont plus fermées en cascade qu'on connaît et qui marche moins dans les transformations. Et puis le dernier élément, j'ai trouvé plein d'articles de recherche en fait, alors assez scientifiques, mais il y en a un qui avait des petits schémas et je me suis dit que c'était plus visuel avec les petits schémas. En fait ça dit que, et je crois que c'est une chercheuse française mais c'est publié aux États-Unis, que les stéréotypes féminins de communion, on dit en anglais, donc de bienveillance, de prendre soin des besoins des autres et de relations, dans le cadre des entreprises, les femmes, c'est en pointillé, plus ils sont élevés, ces stéréotypes féminins, plus ils sont moteurs de leadership transformationnel. Et chez les hommes, ça ne fait pas ça. C'est comme ça. En ce qui concerne, il y a quand même, donc faut pas le négliger, il y a des femmes qui ont un leadership, des stéréotypes masculins également en elles. Et les stéréotypes masculins, c'est plus l'assurance, c'est souvent un mix d'ailleurs, la recherche absolue de compétition, de réalisation, etc. Donc il y a un peu de ça aussi. Il faut pas être juste, on est juste dans la bienveillance. Il y a souvent un mix. Et bien en réalité, même les femmes, quand elles adressent en fait cette manière plus stéréotype masculin d'être, eh bien c'est aussi perçu beaucoup dans une moindre mesure, mais c'est aussi perçu comme du leadership transformationnel. Et les hommes, c'est plat. Donc, de ce point de vue-là, hein, ils sont pas du tout plats sur le reste, mais de ce point de vue-là, ils sont plats. Donc, faut le reconnaître et juste faut en avoir conscience. Donc, ayant dit cela, très bien. Donc, c'est prouvé. Donc, c'est juste, vous pouvez l'intégrer. Pour celles qui sont un petit peu plus mathématiques, ça les rassure. Mais en fait, on l'a en nous. Eh bien, comment on fait ? Comment on fait ? Déjà, d'abord, on prend conscience. Leadership transformationnel, de liens, de sens, incarné. C'est nous, au milieu. Voilà. Et voilà, on n'a pas peur, c'est nous. Et puis, 3 choses. Il faut s'éduquer et il faut éduquer les autres. Donc, s'acculturer. Vraiment, indispensable. Donc pour celles qui ne savent pas trop encore là, juste après, il faut vraiment aller. Il y a plein de choses qui existent et on peut en reparler. La confiance, on a parlé aussi beaucoup ce matin. Il y a beaucoup de peur autour de l'IA. Il faut qu'on assoie notre confiance pour donner confiance aux autres. Et puis le 3e élément, c'est être osé. Et oser, j'ai beaucoup de temps, c'est ça ? Oser, quand je te vois, deux femmes superbes, j'ai envie de partager avec vous. C'est pas celles qu'on trouve forcément dans les bouquins, c'est celles que j'ai expérimentées, que je trouve extraordinaires, qui ont axé tout leur leadership sur du leadership du lien et du leadership du sens. C'est Cécile Belliot, qui est la PDG du groupe Bell. Vous pourrez regarder ce qu'elle fait. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait justement pour associer en fait l'agriculture régénérative et transformer complètement Bell sur l'ensemble de sa chaîne de valeur pour essayer de faire en sorte que ce soit une entreprise vraiment qui va aider la planète, se refaire autour du végétal, et remonter toutes les données de manière à ce que ça rentre dans la performance de l'entreprise. Elle a changé le nom de ses CFO en Chief Impact Officer pour vraiment faire en sorte qu'elle intègre cette notion dans l'ensemble de la chaîne de valeur et de la performance. Et du coup, derrière, elle a associé data et durabilité de manière magnifique par le lien.
le lien avec les agriculteurs notamment. Et puis, à un autre niveau, là, c'est plus une femme de l'IA que je trouve absolument extraordinaire, qui est basée en Inde, Ambika, qui est chez Michelin, dans un monde d'hommes. On a parlé de l'automobile et de ce monde d'hommes. Et là, Michelin est très sur Profit Planet People grâce à l'IA. Eh bien, elle a mis en scène des choses extraordinaires. Elle a 200 use cases, et dans ces use cases, il y en a beaucoup autour de l'adoption, autour de autre chose que juste le pneu. Et elle a, bon, il y a plein d'histoires que je pourrais vous raconter, mais vraiment dans le sens, elle passe à la data et elle fait en sorte que elle aide la planète avec la data, pas uniquement avec le pneu, et elle fait en sorte qu'il y ait les humains au centre, qu'il y ait moins de peur autour de tous ces sujets. Et puis le MIT vous montre également régulièrement tout ce qui se fait de manière extraordinaire sur le climate tech. Et là, on a des entrepreneuses de la technologie. Il y a beaucoup de femmes là-dedans, dans cette liste que vous pourrez observer plus en détail. Enfin, finalement, notre responsabilité, c'est quoi? C'est d'arriver à passer de KPIs à de la création de valeur. Et c'est une responsabilité, moi j'ai l'impression, qui est à la fois une création de valeur IA et durable économique. Il ne faut pas oublier qu'il faut créer cette valeur parce que sinon on n'aura pas le reste. Ensuite, sociale, ça va avec de l'inclusion, tout ensemble. Pas que les codeuses, tout ensemble et en respect de ce monde d'interdépendance. Et puis le troisième élément, c'est en considérant l'humain à un niveau plus élevé, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce processus marche pour l'élévation et non pas pour l'asservissement du monde. Donc presque un impact un peu anthropologique, un impact de sens. Et quand on se dit ces choses-là, ça change tout, surtout dans les grandes organisations qui mécanisent. Donc finalement, ce leadership de lien, du sens entre IA, planète et humain, il s'éloigne énormément du syndrome de l'imposteur, parce qu'on n'y pense même plus d'ailleurs. Quand on pense comme ça, on pense même plus au syndrome de l'imposteur. Quand on pense au syndrome de l'imposteur, c'est qu'on ne se met pas dans cette logique de pensée. Quand on se met dans cette logique de pensée, c'est out of question complètement. Et l'incarner, c'est ce qui me semble super important. Et pour terminer, j'ai droit à 10 secondes. Je voudrais qu'on soit plus dans nos sens avec tout ça et que pendant 5 secondes d'abord, vous fermiez les yeux. Et pour penser à notre relation, nous, les femmes, au vivant, à la vie, à la planète, en tant que femmes, malgré les réalités, malgré les crises, malgré les guerres. Mais nous, on est empreintes de ça. Et les 5 secondes suivantes, continuez à fermer les yeux, que vous pensiez maintenant à l'élan vital qu'on peut et qu'on doit mettre au cœur de la technologie, au cœur de l'IA, au service du vivant, qu'on doit mettre avec une patte pour aller dans le sens de la maîtrise de tout ça, de l'anti-soumission. Un cri contre l'ignorance, un cri pour la technologie au service de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos nièces, de nos neveux, au service du futur, et qu'on joue un rôle dans ce monde qui a des opportunités géniales, des risques, mais on est là, à nous d'y aller. Merci. Merci beaucoup, Hélène.